Bonjour à tous, j'ai l'impression de me retrouver à l'étage supérieur. Alors, la Révolution et son histoire et demeure encore marquée par des clivages idéologiques insurmontables et difficilement perméables à la science. Ça c'est dit, et je crois que pour un historien, c'est un obstacle important mais rédhibitoire. Et ce momentum extraordinaire, au visage contradictoire, que l'on peut dater dans ces turbulences de 1789 à 1794, on pousse un peu jusqu'en 1799, n'a pas empêché la construction de la France nouvelle, ensemencée par des mythes fondateurs, comme toute civilisation. Le mythe de la Bastille, le mythe des droits de l'homme, le mythe de l'homme nouveau, et le mythe d'un modèle de paix et de félicité pour le monde entier, puisque la France a quand même déclaré en 1790 la paix au monde, ce qui entraînera aussi une initiative sur le plan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce momentum a fabriqué la France et les Français. Il masque très bien ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est très courant, très connu, l'étrangeté française, qui est un titre d'ailleurs d'un historien qui s'appelle Pierre Diribarde, un ouvrage de 2006. Et on entend par étrangeté française, qui se confirme par, entre autres, de très nombreux travaux, et en partie des miens qui vont concerner 1788-1789, la défense, la permanence des situations acquises, la défense des particularismes, des statuts, continuée depuis 1789, après la fin des privilèges, dans une société d'égalité de droits, associée à une raison reine et un universalisme ouvert sur le monde et une paix généreuse, nouvelle, celle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, on aurait beaucoup à commenter cette association quasi schizophrénique, inscrite dans notre ADN, qui a donné la nation républicaine. Et cette nation républicaine a accouché, près de 90 ans plus tard, après la Révolution française, d'un régime stable, celui de la Troisième République, au prix d'un grand massacre libérateur des gueux et des sans-grades. Je veux parler des près de 10 000 morts de la Commune de Paris en mai 1871. Le tout étant son corollaire, qui ne s'est pas démenti au moins jusqu'à François Mitterrand, idole d'une gauche euphorique et très précairement unie en 1981, l'attente du grand homme. Alors ce diagnostic, tout le monde le fait. Aujourd'hui, c'est acquis. La question, c'est que c'est souvent sur l'interprétation de cette immense contradiction structurelle et mentale que les avis divergent. D'un côté, les uns penchent pour un jugement sévère sur ce que la monarchie savait pertinemment sous Louis XV, sous Louis XVI, accompagné par ce cher Voltaire, que les Français avaient appris à obéir, mais également à trop contester, et que seule une autorité ferme pouvait, au profit des aristocrates puis des bourgeois confondus, faire progresser le royaume en paix et en prospérité, dans un monde d'ailleurs libéral qui se dessinait à la fin du XVIIIe siècle. Et je ne suis pas loin de penser en tant qu'historien que c'est ce diagnostic que je fais, c'est ce que je pense des Français jusqu'à nos jours, et donc de moi-même, soumis aux élites successives qui savent les mener là où elles le veulent, malgré leur extraordinaire inventivité et soif de liberté. De la Jeanne d'Arc de Charles VII à la Jeanne d'Arc des Voltairiens et de Victor Hugo, Dieu fut toujours français. J'emprunte ici cette expression d'un livre de l'allemand Friedrich Sieburg, publié en 1930 chez Grasset, qui écrit « Comprendre que la Marseillaise continue la prière de Jeanne, c'est comprendre la France ». Les autres, une fois bu le vin de la Révolution et de la République, et faute de se renier, ont estimé jusqu'à nos jours avec optimisme que c'est ce qui avait fait de la France le phare du monde. Nos clivages extravagants et incohérents, qui se manifestent depuis longtemps par l'éparpillement façon puzzle de notre classe politique, où chacun prétend être une solution pour la France, rien qu'à le dire, sont une manifestation d'un système qui se reproduit encore et encore, tel un habitus indémodable. Alors, dans le cadre de cette thématique des idées mènent le monde, il n'y a qu'à voir le nom du parti créé par Emmanuel Macron à la veille de sa première campagne électorale
en 2016. Vous le savez tous, Renaissance, qui a été accompagné par un livre qui avait été très discuté justement parce qu'il s'appelait Révolution. Alors, tout un programme et une aubaine pour moi, aussi creux que significatif de cet habitus ronronnant. Il suffit de se lever tous les matins et de lire les journaux pour apprendre qu'un homme ou une femme politique nous dit des choses que tout le monde pourrait dire. La dernière en date, c'est Ségolène Royal, qui nous dit qu'un président, c'est aimer un peuple, ce n'est pas s'aimer soi-même. Pour moi, c'est de la routine. Et ce n'est pas particulier à Ségolène, je ne lui en veux pas particulièrement. Les historiens, désormais, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de toute alternative idéologique, sont le plus souvent complices au nom du bien, entrent désormais dans la mêlée à la recherche d'une généalogie qui essaie de trouver le plus lointain, le cheminement le plus lointain possible, en particulier là de l'extrême droite. Le dernier ouvrage, d'ailleurs, qui a des enseignements très intéressants, mais s'intitule, c'est un collectif, Nouvelle histoire de l'extrême droite de 1780 à 2025. Excusez du peu. Je préfère de loin ne pas m'inscrire à travers mes travaux, on va le voir, dans ces valeurs et ces principes, ou du moins dans des valeurs et des principes. Je m'en méfie comme une peste qui nous fait perdre l'art du débat. Je me propose plus simplement de comprendre, en fait. Entre d'un côté les pessimistes, la royaliste, ici catholique, qui ont bien des choses à reprocher à une révolution tragique, mais créatrice, et les optimistes, enfants républicains très lointains et faciles héritiers de Victor Hugo, écartelés lui-même par une mère révolution, incarnation de l'hydre du malheur promettant le bonheur. Victor Hugo n'a-t-il pas écrit cette mélodie facile et creuse de son temps que l'on veut bien encore croire? Moi, si je faisais l'histoire de la Révolution, je dirais tous les crimes révolutionnaires, seulement je dirais quels sont les vrais coupables. Ce sont les crimes de la monarchie. 1854. Donc cette conférence s'intéresse à la littérature des États généraux que j'étudie, en particulier ici de 3 livres qui sont sortis successivement jusqu'en 2025, à l'étude de près de 1000 brochures d'une campagne électorale de 1788 pour les États généraux qui se réunissent le 5 mai. C'est pour moi une clé pour comprendre ce phénomène français et par conséquent de la Révolution française, alors non pas comme son roman, la Révolution française extraordinaire, productif, car la Révolution n'a pas été stérile, elle n'a pas été non plus facilement jugée comme mortifère, mais dans la fabrique d'une idéologie de la parole. Et j'entends par cette expression, derrière les clameurs unanimes de tous les Français en faveur de l'émancipation du tiers-État, qui représentait quand même 96% de la population, d'une potentielle disparition d'une société féodale, qui était certes encore très structurante, tous les discours qui, comme dans un entonnoir, ont chanté la liberté, celle d'écrire et de parler, la souveraineté, celle d'un peuple, qui restera d'ailleurs longtemps introuvable et pour cause, et enfin celle d'un nouveau serment qui sera non pas fait au roi et à Dieu, mais à la nation. Et c'est ce pouvoir de commencer qui m'intéresse, matérialisé par le seul progrès devenu très vite progressiste au sens unilatéral du terme, qui a conditionné par la suite les révolutions françaises et leurs avatars jusqu'à nos jours. Donc renaître, par là, dans sa signification religieuse originelle, c'est sans doute retrouver l'état de grâce, une résurrection, mais aussi par renaissance, une nouvelle vigueur de ce qui est. Et ces mots s'opposent apparemment à révolution. Alors cette ambiguïté colle parfaitement au pays qui s'enorgueillit d'être celui des révolutions, alors qu'il n'est qu'un avatar complexe des deux, révolution et renaissance. Alors, comme tout historien qui se respecte, je verrai 3 points. Ils se reconnaîtront. Le premier point, c'est que la campagne que j'étudie, donc de juillet 88 au 5 mai 89, a été une politisation, finalement, des Lumières par la force des choses, par les événements. Et au cours de mes lectures patientes de ces brochures, j'ai constaté derrière une écrasante majorité de textes porteurs de changement, une magie de la parole, qui est à l'origine, selon moi, des préludes, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le volume 1, à la gauche et à la droite. Non pas celle visible sur les bancs de l'Assemblée, la droite près du roi et des aristocrates, la gauche de l'autre côté, mais celle plus rampante, plus indistincte, qui confirme ce que disait Raymond Aron dans l'opinion des intellectuels, j'ai un peu de retard, par la Révolution, écrit-il en 1955, la France a réalisé l'égalité sociale sur le papier et dans les textes de loi, avant les autres pays d'Europe. Mais l'effondrement de la monarchie, l'élimination du rôle politique des ordres privilégiés ont prolongé durant un siècle l'instabilité
de tous les régimes français. En 1955, ce dernier y retrouvait un phénomène équivalent, 3 ans avant la Ve République, qui se déroulait sous ses yeux, et on peut dire que le même scénario de vie se reproduit depuis régulièrement en France. Un premier millefeuille a procédé comme un manège complexe, mais finalement logique, d'un balancier, de gauche à droite et de droite à gauche, à coup de trahison d'une promesse dont personne ne voyait l'horizon. Et c'est cette dissociation entre les valeurs politiques et les valeurs sociales qui, dans une atmosphère de surgissement des espoirs à l'infini, a invité les masses et provoqué une catharsis collective vertigineuse et irrésistible. Et, pour terminer, une irrésistible passion de la déclamation personnelle de chaque personnalité qui voulait proposer son modèle comme le meilleur. J'ai ici une version d'une brochure qui est magnifiquement reliée, qu'un ami bouquiniste m'a dégoté. C'est une merveille, mais c'est une brochure parmi des centaines d'autres. C'est une brochure un peu terminale, finalement, de juin 1789, qui est de l'avocat Targé, qui est déjà âgé, qui est déjà en fin de carrière, il est né dans les années 30, et qui écrit un peu comme si c'était lui qui avait la solution de la synthèse qu'on allait s'apprêter à faire. Et il dit « Mon objet sera de rapprocher les corps en enlevant tout sujet de discorde et de les réunir fortement contre les efforts ou les artifices du despotisme. » Alors c'était le vocabulaire de l'époque. Sauf que c'est le propre d'un débat franco-français que les historiens ont remarqué, à la différence de l'Angleterre, qui s'interdit déjà d'affirmer les différences telles qu'un débat démocratique l'entend. Alors pour être complet sur ce sujet, il faut savoir que c'est Louis XVI et ses ministres parmi les plus éclairés qui ont convoqué les États généraux, un peu par la force des choses, parce qu'ils s'attendaient à ce que les revendications soient très fortes, a demandé la réunion des États généraux et surtout a demandé aux Français, notamment par un arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, qui n'est pas connu, mais de l'aider à ce que ce soit une véritable Assemblée nationale. Alors ça, c'est pas connu, mais d'une certaine manière, ce qu'il voulait entendre, c'est que il fallait quand même progresser, puisque depuis 1614, les États généraux n'avaient pas été réunis. Il a été aidé pour ce faire par Jacques Necker, qui est arrivé un peu après la bataille, le 25 août 1788, et lors de son discours du 5 mai, que nous connaissons tous dans les manuels, où il déçoit le tiers-État sur cette question qui ne vont pas entendre la réponse qu'ils attendaient, c'est-à-dire que le tiers-État, la noblesse et le clergé se réunissent ensemble, il déclare « Ne nous livrons que doucement aux images de bonheur et de prospérité que nous pourrions faire. Retardons notre confiance. » C'est un discours qu'on n'a plus jamais, ça, aujourd'hui. « Afin de l'assurer. Et retenons notre imagination. » C'est extraordinaire. « Afin de n'avoir pas à nous plaindre de ces fausses lueurs et de ces vaines promesses. » Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe autour de lui depuis plusieurs mois. C'est tout l'inverse en train de se produire depuis quelques mois comme un exercice d'exorcisme. Et Jacques Necker, protestant, suisse, banquier, qui avait été nommé aux finances le 25 août, dut soutenir toute la charge porteuse d'espoir dont il était le héros intouchable. Et en fait, il a eu la responsabilité aussi de dire qu'il fallait redescendre sur terre, après une avalanche de brochures qu'il avait pleinement encouragées, tout aussi revendicatives que distinctes dans leurs objectifs. Alors, les étudiants ne connaissent plus guère aujourd'hui l'abbé Sieyès, mais les têtes plus grises ont récité ça en classe. Il y avait deux entrées dans le Qu'est-ce que le tiers-État de Sieyès. Il y avait la première entrée sous forme d'un ordre de marche. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans leur politique? Rien. Que demande-t-il à l'avenir? Quelque chose. Mais la deuxième entrée, c'était plus largement développé sur l'avenir, plus propre à poursuivre une longue histoire de la pensée politique face à la confrontation entre, d'un côté, les penseurs, les philosophes, et de l'autre, les administrateurs, les politiques. Et dans l'immensité de ce corpus, rares sont les Cassandres qui préviennent que tant de paroles libres conduit à la confusion. C'est ce qu'on appelle, dans le langage souvent méconnu, les courageux, les résistants, souvent impopulaires, inaudibles, mais pas forcément conservateurs. Ils sont journalistes, le célèbre journaliste suisse Mallet-Dupan, ils sont anciens ministres comme Calonne, on va lui donner la parole rapidement, et puis, comme ici, ce noble libéral, Clermont-Tonnerre, qui est connu pour ses activités à partir de la Révolution française, qui a écrit deux brochures, et en particulier une qui s'intitule « Contre la multiplicité et le danger des brochures ». Nous sommes à peine en février 89, la fête n'a pas commencé.
Et il écrit « Demandez à ceux qui composeront les États généraux dans quelles dispositions ils y entrent, quels sont les plans qu'ils se proposent de la solution de cette Assemblée. Ils vous répondront le désir du bien, l'extinction totale des dettes de l'État, le bonheur des peuples et, pour la route, la gloire du royaume. » On s'y croirait encore de nos jours, tant se répètent ces propos lénifiants qui sont de l'époque, mais qui ne se cognent pas à la réalité, parce qu'en effet, il y a quand même un grand mouvement d'ampleur qu'il ne faut pas renier, c'est l'ampleur de vouloir faire plier, bien entendu, la cour et le roi. L'ancien ministre Charles-Alexandre Calonne, qui avait présenté en 1786 un plan révolutionnaire en fait à Louis XVI et qui avait fait convenir d'une assemblée des notables. Révolutionnaire pourquoi ? Parce qu'il voulait araser toutes les inégalités fiscales, territoriales d'une monarchie de près de 800 ans qui avait fonctionné comme une sédimentation. Il va y aller d'une brochure, mais qui va s'intituler « Lettre au roi », faite de déplorations, mais là-dedans, il n'y a absolument pas de revendication du maintien des privilèges, et pour cause, ni même d'empêcher la liberté de la presse, tout au contraire. Mais en fait, il dit que tout est incontrôlable. Et il dit en particulier « Votre Majesté a dû y voir que les droits de la couronne y sont ouvertement attaqués, c'est de février 89, qu'on y parle du gouvernement purement monarchique comme si c'était la honte de l'humanité et une barbarie intolérable dans le siècle des Lumières tel que le nôtre. » Alors bien sûr, dans cette lettre, elle a été intolérable, elle a été même, en particulier au Palais Royal, mais dans toutes les villes, on l'a déchirée. Pourquoi ? Parce qu'elle éteignait la flamme enthousiaste, logiquement, qui gagnait les cœurs et entraînait les foules vers les États généraux régénérateurs. Et elle ne porte pas uniquement la marque anticipatrice de ce personnage qui deviendra un des leaders de la contre-révolution, protégeant le roi et, bien entendu, protégeant défenseur du roi et adversaire de l'Assemblée nationale, mais celle d'un esprit lucide qui prophétise et qu'il est difficile après coup de démentir. Il écrit « On se divisera, on s'échauffera, le nombre l'emportera sur la raison », et à bien des égards, puisque la France inaugure son premier élan démocratique. Et marchant à tâtons sur un terrain rempli de dangers, on entraînera l'État dans d'affreux précipice. Une révolution qui prend sa source dans des idées confuses, dont personne ne peut prévoir l'issue, n'en est que plus redoutable. Voilà, sire, où l'on en est. Voilà ce qu'a produit l'arrêt du Conseil du 5 juillet 1788. Et ici, par contre, vous avez une brochure très rare, parce que les brochures conservatrices sont très rares. À partir de 88, on se cache presque pour écrire qu'on est contre les États généraux. Donc c'est quand même intéressant de le souligner. Et ce texte ici écrit qu'il critique le tiers qui rugit, qui se bat les flancs et qui cherche à se donner de la colère, je le cite, pour se donner du courage. Et bien loin de contraire par la raison et la force toujours puissantes les usages que l'Antiquité a consacrés, au lieu de se servir pour tempérer, pour calmer les esprits effarouchés de l'ombre respectable de la Constitution, alors la Constitution, ce sont en effet ces lois fondamentales que la Constitution de 91 va remplacer, de son apparence qui seule en impose, on la fait disparaître. On note jusqu'à ce frein et l'on ouvre la barrière à une foule d'extravagants qui ne demandent pas mieux que de courir des hasards. Alors en effet, on l'a vu deux faces là déjà. La face de ceux qui sont éclairés, qui sont raisonnables et qui disent « ça va mal finir ». Et là, je tiens à... c'est des propos assez rares qui disent que ça va mal finir, mais qu'en même temps, il faut conserver les lois fondamentales et il faut même pas y aller piano-piano, mais il faut, à un moment donné, protéger avant tout le roi. Alors, dans un deuxième temps, j'ai analysé dans ces brochures les prémices en particulier de la diabolisation en politique. Vous avez ici l'abbé Morlet, qui est un grand économiste du XVIIIe siècle, ami de Voltaire, qui écrit dans ses mémoires à la fin des années 90, après avoir été cruellement déçu, mais comme beaucoup d'autres, par le cours inexorable des événements dès 1789, alors qu'il était partisan. Il avait même écrit une brochure allant dans le sens du doublement du tiers et du vote par tête, excusez du peu. Il écrit « Jusque-là, nos opinions politiques et philosophiques différaient peu. La liberté, la tolérance, l'horreur du despotisme et de la superstition, le désir de voir réformer les abus étaient nos sentiments communs. Mais nos opinions commencèrent à devenir un peu divergentes vers le mois de juin 1789, où le peuple de Paris prit un degré d'agitation qui faisait craindre de plus terribles excès et où l'Assemblée elle-même paraissait recevoir les impressions du peuple. »
Et plus gravement, il constatait amèrement la fin de la disputatio, la fin de la conversation, au profit, logiquement par rapport aux événements, de la politisation de toute discussion qui le rendait, lui, esprit éclairé des Lumières, nostalgique des salons, nous étions à la fin des années 90, où se côtoyaient des idées diverses et même, pour certaines d'ailleurs, sulfureuses, voire de l'athéisme, sans la peur d'être derechef, bâillonné, voire emprisonné. Lui-même avait tâté la Bastille, et donc lui-même avait aussi écrit une brochure. Et toute la littérature de ceux qui se défiaient des États généraux n'est donc pas uniquement motivée par la perte des privilèges fiscaux dont la noblesse, il faudrait le répéter, avait fait le deuil déjà, et voulait et souhaitait conserver ses privilèges honorifiques, mais mue par ces peurs prévisionnelles qui sont la marque de la droite. Alors Morellet, dans ses réflexions, nous engage vers un chemin qui concrètement nous donne un schéma suivant. Il nous dit en fin de compte, et il n'est pas le seul, nous qui étions éclairés, qui étions emplis de raison, eh bien, nous avons été affolés tout de suite. Ce n'est pas donner un chèque en blanc à ceux qui étaient conservateurs, ceux qui étaient beaucoup moins éclairés, ceux qui souhaitaient le contrôle d'une société encore corsetée dans l'aristocratie. Et voilà pourquoi l'avantage de partir à la découverte de ces œuvres et de ces auteurs, au cœur d'une campagne électorale inédite, est à la fois exaltante et violente, c'est d'en explorer un peu les contours anthropologiques, à condition d'être enclin, et ça c'est un réflexe qu'il faudra avoir souvent, à récuser toute conception linéaire du développement historique. Et forcément, l'Ancien Régime, et surtout les débuts de la Révolution, se prêtent peu à ce genre d'exercice, tant l'idéologisation de cette époque est prégnante, y compris dans la communauté universitaire, tant le corsetage politique est fort, engagé traditionnellement par le côté unilatéral du bien contre le mal qui évolue au service d'une continuité d'ailleurs historiographique qui a tenu la fondation de la République tout au long du XIXe et du XXe siècle, donc instrumentalisation de la République française. Et cette diabolisation débute une grande carrière dans l'ère démocratique moderne française et son élucidation devient, pour moi, un impératif qui dit beaucoup sur l'histoire qu'on raconte et qui dit aussi beaucoup de nous-mêmes jusqu'à nos jours. Et ce qui est sûr, c'est que les brochures inaugurent un nouveau visage de la vie politique qu'on ne remarque pas avant 1788, en instrumentalisant la parole à des fins d'exclusion et d'élimination de l'autre. Regardez cette magnifique estampe de tous les espoirs qui inaugure les États généraux. Avant la réunion des États généraux, vous voyez, on a cette estampe plus ou moins officielle, magnifique, elle est en couleur, où vous voyez le cocher qui est le député du tiers, ils sont la moitié des États généraux, il est habillé tout de noir, et puis il y a un évêque, un membre du haut clergé, tout en rouge, et il y a un aristocrate avec son chapeau à plumes. Eh bien, on avait, vous le savez, imposé un règlement qui était celui du marquis de Dreux-Brézé, qui avait obligé les uns et les autres à s'habiller ainsi. Et en fait, tous les signes à l'époque allaient dans le sens contraire, et notamment de réunir tout le monde, que tout le monde se côtoie. Et c'est vrai qu'au temps de près de 1200 députés à Versailles, à partir de la fin du mois d'avril et mois de mai, ça ne pouvait faire cette rencontre que offrir des contradictions. Voyez ce que dit cette charmante, savoureuse petite brochure qui s'appelle « Lettre d'un provincial député aux États généraux sur le costume de cérémonie ». Il écrit « Délégué par la nation pour exercer en son nom le pouvoir législatif, une loi ridicule et bizarre nous est imposée en arrivant. » Les propos indignés de ce texte, parmi les centaines, montrent assez l'imprégnation des esprits français depuis bien longtemps, choqués, je le cite, par ces puérilités de cour dont le grand maître, le marquis de Dreux-Brézé, a prétendu s'ériger en législateur de nos bas et de nos culottes. Et la rencontre de Versailles a finalement conduit à un choc immense entre ce qu'attendait pacifiquement et paisiblement le roi, de plus en plus inquiet quand même, et de ce qu'exigeaient les auteurs des brochures. Et une grande partie des divisions politiques qui naissent à ce moment-là, prélude aux premières confrontations, tiennent à cet indice de temporalité contenu dans la tension anthropologiquement préexistante entre expérience et attente. Il y a un grand historien, Reinhard Koselleck, qui a travaillé sur cette dimension de l'attente au moment de cette expérience vécue. Toute la Révolution française, dans sa précipitation, tient dans cette injonction progressive d'une souveraineté du peuple née des États généraux et transformée presque idéalement, croit-on, en Assemblée nationale le 17 juin, dans le sillage du scénario, d'ailleurs, prévu par l'abbé Sieyès. Et la parole de cette minorité est donc suspecte,
elle est très riche, elle est pourtant passée inaperçue par le simple fait d'un paradigme usé mais rendu évident au sein de la société française. Bien celui qui nous est cher, c'est la victoire de la souveraineté nationale, de la nation souveraine, le serment au roi qui passe au serment à la nation, à Dieu et au roi qui passe à la nation. Alors, c'est ce qui faisait dire à Pierre Chaunu, et d'une certaine manière, moi je travaille sur ces textes, et ça me fait penser en particulier à une phrase de Pierre Chaunu dans un ouvrage qui s'intitule « La liberté ». Il écrit « Désormais expulsée de la nature, du cosmos, de la société réelle, la liberté n'a de place que dans la société mythique, celle que le peuple bâtira ». Écrit-il en 1987. Et il faisait référence à ce basculement de juin 1789, lorsque les États généraux se proclament Assemblée nationale, tandis que depuis 6 mois, tous les contradicteurs de l'escalade, qui y conduisent selon eux tout droit, sont déjà vent debout. Et ils ont vu venir la longue et douloureuse marche vers l'émancipation que l'on promettait comme universelle. De la même manière, une identité révolutionnaire, donc prométhéenne, avec ses codes et ses conflits, est née à ce moment-là, et elle s'est dotée d'une novlangue, en même temps que celle, je cite Emmanuel Lévinas, de celle de la raison pratique, prêtée à la volonté d'assurer le droit de l'homme ou la liberté du prochain, dont on peut penser qu'elle a coûté à la volonté libre son propre droit à la liberté. Alors, ce n'est pas un passe-passe, un tour de passe-passe historique, ce sont les événements qui ont produit ce que nous sommes devenus, et qui remontent d'ailleurs à très loin, mais on se place du côté des textes et du côté des angoisses et des espoirs des uns et des autres. D'un côté, le roi et le ministère, qui ouvraient des possibilités d'adaptation nouvelles aux futurs États généraux, en espérant qu'ils gardaient la main. Ils ne la garderont pas, ils ne l'ont déjà plus, et de l'autre, une poussée publique et populaire, ce qui n'avait pas été prévu, rédigeant ses propres règles, ses propres codes, sa propre langue, et une totale liberté sur le fond et sur la forme des innovations. Donc même si ce n'est pas l'exclusif de la France, cet invariant de la diabolisation ressurgit régulièrement dans le landerneau politique français, et il fréquente, et c'est par là que je terminerai, il fréquente régulièrement l'idée de progrès, si prégnante au XVIIIe siècle et à la Révolution, métamorphosée depuis beaucoup d'études à ce sujet en progressisme. Les métamorphoses donc, de cette idée de progrès, l'idée de progrès va changer de dimension. Alors, c'est pour ça que je ne prêche pas pour ma paroisse, étant 18e, comme on dit, ou moderniste, mais je pense qu'on est quand même mieux placé en tant que 18e ou historien de l'Ancien Régime pour étudier la Révolution, notamment d'un point de vue de l'évolution de la sémantique, plutôt que de travailler, quand on travaille sur le 19e et le 20e siècle, parce que nous sommes devenus républicains, parce que notre nation s'est faite ainsi, et que finalement c'est une histoire ancienne. Je pense qu'aujourd'hui, on retrouve ces racines de l'Ancien Régime pour comprendre uniquement et pas pour condamner qui que ce soit. Dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, Jean Leron d'Alembert résume assez bien l'ambiguïté de la pensée de ce siècle à l'égard de cette notion de progrès. Et il écrit, très court, « Ce sont des ténèbres de siècles d'ignorance que surgissent les lumières de la raison, mais celles-ci peuvent être de nouveau obscurcies par la corruption et la barbarie. Et de même, si l'homme de ce siècle philosophique entend être libre et défini par des droits inaliénables, il n'échappe pas à la condition première de l'espèce humaine. Et dans un monde en partie désacralisé, du moins dans ses élites, la faute et la chute étant dissociées des raisons du mal, ce dernier est dès lors privé de fondement. Dans l'extraordinaire élan de générosité des projets qui poussent comme des champignons, pour les pauvres, pour les femmes, pour les esclaves et les hommes de couleur, il est difficile de faire entendre des voix discordantes, critiques et nuancées. C'est ce qu'avait bien compris un historien de la fin du XIXe siècle, aujourd'hui oublié, qui est bien entendu de son siècle, qui écrit en 1878, avec des propos que l'on pourrait considérer comme aujourd'hui un peu dépassés. Il avait écrit un texte qui s'intitulait « L'esprit révolutionnaire avant 1789 », et c'est un phénomène qui avait donc démarré dès le règne de Louis XV, et Louis XVI l'avait accéléré. Mais il l'avait accéléré en faisant appel aux gens pour qu'ils s'expriment. « Comme il arrive toujours, écrit-il,
L'opposition, en grandissant, s'était grossie de tous les griefs étrangers par leur nature aux causes qui leur avaient donné naissance. Il parlait là de la crise en particulier parlementaire et janséniste. Une fois lancé sur la voie des revendications, l'opinion ne s'arrêta plus. Et bientôt, dans l'ordre religieux comme dans l'ordre politique, toutes les questions furent soulevées à la fois. Donc l'idée de progrès a donc basculé au moment des États généraux, ne connaissant guère de limites, tant qu'elle pouvait satisfaire les nouveaux hommes au pouvoir et faciliter cette victoire contre la cour, contre Louis XVI et l'aristocratie. Elle les divisa d'ailleurs sur un terrain incertain à partir de ce moment-là. Ce sont les salons, les loges et les sociétés qui ont comme testé les tempéraments avant le grand ébranlement, jusqu'à ce que la force des choses rattrape les uns et les autres sur une scène de rupture brutale, invitant tout le royaume à prendre le balai d'Hercule, plutôt que de poursuivre une route tracée depuis longtemps, celle de la raison et des idées. Et les exemples abondent où les auteurs se lâchent dans des intentions très diverses, mais qui ont en commun de pousser dans le sens du vent pour faire plier les ordres privilégiés, la cour et le roi. Je ne peux pas donner trop d'exemples, mais ici, vous avez l'exemple d'un avocat du Parlement de Grenoble, Servan, qui écrit l'avis charitable du tiers et du quart aux trois ordres du royaume. Et c'est le genre d'assertion, vous allez le voir, qui fait son chemin. Il y en a plein d'autres, comme celle de Rabot-Saint-Étienne, qui dit l'histoire n'est pas notre code, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller regarder dans le passé, il faut abolir l'histoire, pour avancer et pour se trouver de nouveaux codes, soit s'il est le premier à utiliser cette formule de cette manière-là. Et il écrit, alors ça nous laisse un peu rêveur quand on connaît la suite, et il écrit « Messieurs des trois ordres, une grande vérité fut démentie pendant 1000 ans par les peuples les plus éclairés de la terre. Cette vérité, si longtemps méconnue, est aujourd'hui démontrée, et l'Europe entière convient maintenant que tous les hommes sont de la même espèce, nés d'un père plus blanc ou plus noir, plus ou moins cuivré, plus ou moins bronzé, mais également hommes. » Au fond, les auteurs ont pris le pouvoir, non pas celui d'une faction, non pas uniquement celui des nouveaux maîtres de la France, des nouveaux leaders, bourgeois après nobles, assemblés après le roi, mais le pouvoir de tout imaginer. L'été n'allait pas tarder par la force des choses, et de la colère populaire qui n'avait pas été prévue et qui est inarrêtable a précipité les événements et les paroles encore davantage turbulentes et abstraites, puis déjà meurtrières, mais finalement si caractéristiques de ce qui s'était joué pendant des mois. C'est dans le sein de ces jours et de ces nuits que se construisait donc à l'air libre, sans phare et sans frein, ce que Victor Hugo définit extraordinairement dans son roman 93, écrit en 1874. Les révolutions ont deux versants, montée et descente, et portent étagées sur ces versants toutes les saisons, depuis la glace jusqu'aux fleurs. Chaque zone de ces versants produit des hommes qui conviennent à son climat, depuis ceux qui vivent dans le soleil jusqu'à ceux qui vivent dans la foudre. Et Victor Hugo, qui a toute sa vie été hanté par la Révolution française, partagé, on l'oublie souvent, par son désir d'ordre, par son désir de liberté, et on oublie beaucoup moins, bien sûr, son désir de justice, par les faces sombres et lumineuses d'une histoire sans pareille. C'est quand même Victor Hugo qui nous apprend, et j'aime beaucoup Victor Hugo, je suis obligé de lui donner raison, et cette formulation est magnifique. Il écrit « La Révolution française », une histoire nécessaire, mais il rajoute impossible. Et il rajoute, à moins, justement, d'y ajouter le rêve. Et il y a dans cette phrase, et ces réflexions de Victor Hugo, qui s'apprêtait à rédiger son grand roman, donc 93, toute l'énigme non seulement de la Révolution française, mais celui de la raconter. Et on se souvient très peu, sauf si on le lit, parce que dans les films, on ne voit pas cette scène, c'est la scène de Monseigneur Myriel, qui parcourt la montagne pour aller donner l'extrême onction à un ancien conventionnel. C'est le tout début des Misérables, écrit en 1832. Et lorsqu'il rencontre ce conventionnel, qui a non pas voté la mort du roi, mais qui a voté la sentence d'accusation, il y a toute une discussion qui s'enchaîne entre les deux. Et Monseigneur Myriel, dans ce dialogue métaphorique, exprime l'écartèlement de Victor Hugo. Le vieux député, qui n'avait pas voté la mort du roi, mais qui l'avait condamné, répond à la question de l'évêque. « J'ai voté la fin du tyran. » Alors, il s'explique. « Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance.
J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté, qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et l'évêque de rajouter « et la conscience ». Et toute cette scène, qui est au tout début des Misérables, exprime, de manière d'ailleurs, ça se reproduit régulièrement dans l'œuvre de Victor Hugo, cet écartèlement qui vaut largement la fameuse polémique que Victor Hugo aurait été, oui, d'abord monarchiste, puis républicain. En effet, il a fait un grand poème en 1825 pour le sacre de Charles X à Reims. Au total, ces échos de Victor Hugo du siècle suivant ressemblent à s'y méprendre au concert de promesses apparu au siècle des Lumières et dont les idées ont déferlé en trombe durant les 10 mois qui ont précédé la Révolution avec l'aval tacite du roi de France. C'est avant la Révolution française que se forge une culture politique originale dont on retrouve les traces aujourd'hui et qui a été soulignée par de nombreux historiens et philosophes. La hauteur du verbe l'emporte sur la réalité du terrain. Et en général, cette réalité du terrain, elle est toujours progressivement déportée vers la droite. Alors aujourd'hui, on appelle ça le déni de réalité. C'est le déni de réalité. Mais que la gauche et la droite se passent comme un ballon de rugby, puisqu'on est à Pau. Les lumières révolutionnaires optimistes se construisent sur le terrain des lumières philosophiques. Mais les lumières philosophiques, elles sont empreintes au contraire d'incertitude, d'angoisse et peur de l'avenir. Et l'individualisation, j'en ai parlé tout à l'heure, des idées qui est souvent chez les Français paroxystique. L'idée de progrès divise autant qu'elle rassemble au terme d'un siècle qui trouve enfin une issue opératoire à son génie et qui part à la France de tous les dons. Et c'est déjà en soi une révolution française, celle qui crée d'abord une attente toujours insatisfaite, celle qui prépare, avançant au gré des conflits, autant d'expériences faites de réussite et d'échecs. Et c'est déjà cette modernité durable où la culture du compromis en France est absente, où la culture de l'affrontement est permanente. Et puis enfin, c'est déjà cette révolution démesurée qu'a décrit François Furet, l'imaginaire d'une société devenue le tissu même de son histoire. Et souvent, les travaux des historiens se rejoignent 20 ans, 30 ans, 40 ans après, alors que l'historien de génie qu'a été François Furet n'avait pas lu toutes ces brochures, en avait lu quelques-unes et parfois quelques dizaines, mais on ne les lisait pas. Ce corpus est relativement inédit encore aujourd'hui. Alors renaître dans ce cadre, si l'on prend du recul, peut tout à fait s'entendre au pays de Descartes et de Pascal, puis au salon du baron d'Holbach, mais ce génie des idées dont la France se vante a pu, à bien des égards, soit la perdre, soit la conforter dans un imaginaire collectif. Et cette image collective a pris racine dans l'essence d'un discours qui empêcha, c'est mon avis, la France d'assumer un conservatisme au profit d'un libéralisme unilatéral, cachant sans cesse ses fantômes dans l'hypocrisie du tous pour le progrès et de la nécessaire mais toujours indigne et impopulaire autorité, qui s'est incarnée certes dans cette terreur sanglante, on est d'accord, mais qui s'est incarnée avec Napoléon Ier, qui s'est incarnée avec Charles X, Louis XVIII, Charles X, et en même temps, Louis-Philippe, c'est quand même sous Louis-Philippe qu'il y a encore des émeutes à Paris qui sont réprimées en 1832. Napoléon III et enfin Adolphe Thiers est le plus populaire d'entre eux dans le cadre d'une démocratie qui est encore celle de nos institutions, le général de Gaulle. Les Français, leurs écrivains prolixes des années 88-89, aux écarts d'idées très considérables avant l'orage, montrent des discours semblables pour lutter, c'était le mot à la mode, il n'est pas réapparu peut-être, il va réapparaître, contre les abus, c'est une expression de l'époque, contre un système féodal qui était déjà à l'agonie, mais qui était encore structurant, une cour de Versailles archaïque, et surtout un système fiscal égalitaire imparfait, mais qui était déjà en gestation depuis Louis XIV. Il faut rappeler quand même que Louis XV continue l'œuvre d'égalité devant l'impôt. Il n'arrive pas à faire payer le clergé, en effet. Et la question n'est pas de dire qu'il n'y aurait pas dû y avoir de révolution. L'objectif, c'est de l'étudier en tant que tel et de se dire que la période précédant 1789, d'une certaine manière, le chemin est pris. Et le tiers-État, donc, dans les conditions dans lesquelles il s'est émancipé,
ne fut qu'un fantôme de volonté commune d'émancipation qui fit basculer le royaume dans un règlement de compte plus révélateur de la fameuse guerre non privilégiée contre privilégiés, qu'il ne faut pas négliger. Il y a les aristocrates qui émigrent, il y a une contre-révolution qui s'organise hors des frontières, ça c'est indéniable. Mais surtout, celle des élites contre son peuple dès la prise de la Bastille, celle de la propriété contre la misère dès la nuit du 4 août, et celle des affaires et du capitalisme contre une économie morale, rurale et paysanne. Bref, la France, c'est depuis ses origines, dont les racines sont à rechercher dans les entrailles même de l'évolution des siècles monarchiques. C'est une liberté proclamée pour tous et contre tous. Et d'où l'entrée en démocratie sans assumer ce qu'on appelle la conservation, la droite, que l'on peut aussi appeler extrême droite, dans une certaine mesure, toujours ramenée à la monarchie d'Ancien Régime, toujours ramenée à une contre-révolution. Puis dans nos 2 derniers siècles, le royalisme assumait un fascisme moderne dans l'imaginaire. Et ces contre-feux furent sans cesse réactivés. Ils le sont encore aujourd'hui, alors que ce danger se cachait dans le corps même de la Révolution. Des révolutions successives contre les régimes des élites, 89, 92, 1830, 1832, j'en ai parlé, 1848, et alors la suprême, 1871. D'où les fausses factures de pensée qui eurent pour nom le centre-gauche, le centre droit, et désormais l'expression qui a du sens, mais qui revient toujours vers les mêmes rivages d'incompréhension du diagnostic, je veux parler de l'extrême centre. Et l'extrême centre, c'est Macron. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais d'une certaine manière, c'est ça. L'extrême centre fait le ravissement aujourd'hui des philosophes, des observateurs, des politologues et des historiens et des historiennes qui cherchent à trouver dans la Révolution française, encore et encore, l'alpha et l'oméga d'une idée, alors qu'elle ne fut qu'un agrégat d'idées vers la modernité politique, vers la fin des ordres, en effet, entre autres, par la liberté, car la France, sur ce plan-là, il faut le reconnaître, avait été l'un des phares hyperactifs des Lumières, du siècle des Lumières, et même ce siècle des Lumières qui commence au siècle précédent, le XVIIe. Voilà pourquoi la suite des siècles ne fut que l'expression des avatars de cette modélisation. Je vous remercie.